La semaine dernière, j'ai demandé à Claude d'analyser les résultats d'évaluation de ma dernière session de formation. J'ai copié-collé les noms, les mails, les scores, les commentaires de mes apprenants. Et j'ai appuyé sur Entrée. En faisant cela, simplement y penser, j'ai peut-être envoyé mes données personnelles de mes stagiaires à un serveur américain. Suis-je hors la loi, au sens RGPD du terme? Et est-ce que toi, tu l'aurais fait? Aujourd'hui, on en parle franchement, sans jargon juridique, sans paniquer, parce que le sujet est sérieux, mais la solution est vraiment simple. Première chose importante à comprendre, le RGPD, ce n'est pas l'IA qui l'a inventé, il existe depuis 2018. Et toi, formateur indépendant, tu es concerné depuis ce jour-là. Une donnée personnelle, c'est quoi? Officiellement, c'est toute information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Et toi, dans ton activité de formateur, tu en manipules à chaque session. Tes feuilles d'émargement, avec les noms et les signatures. Tes conventions de formation, avec les emails et les coordonnées de tes clients et de tes stagiaires. Tes résultats d'évaluation nominatifs, tes enquêtes de satisfaction avec les noms. Et c'est sans parler des informations beaucoup plus sensibles, comme par exemple le handicap, puisque vous savez que parfois on est à même de gérer des situations de handicap. Donc là aussi, il va falloir faire très attention sur la façon dont on traite ces données. Ce sont même d'ailleurs des données très sensibles sur lesquelles on n'a pas le droit à l'erreur. Donc l'IA n'a pas créé un nouveau problème RGPD, elle a juste mis une vieille obligation sous les projecteurs. Et en tant que formateur indépendant, tes obligations RGPD tiennent en 5 points. Premièrement, informer les apprenants. Ta politique de confidentialité, tes mentions légales, en gros ce que tu fais de leurs données, pourquoi et comment. Deuxièmement, avoir une base légale. Pour toi, le plus souvent, poser cette base légale, ça passe par la contractualisation des contrats donc de formation ou des conventions. Normalement, c'est plutôt simple. Ou tes règlements intérieurs. Troisième chose, respecter les durées de conservation. C'est donc 5 ans pour les documents de formation et 3 ans pour les contacts commerciaux. Quatrièmement, sécuriser tes données, mettre des mots de passe sur ton drive, ton LMS, ton ordinateur, partout où tu stockes les données de tes apprenants. Et il y a le cinquième point, c'est que justement, quand tu utilises l'IA, eh bien l'IA change les choses puisque tu ne sais pas exactement ce que l'IA va faire de tes données. Et c'est ce dont on va parler maintenant. En fait, quand tu utilises Claude ou ChatGPT pour rédiger un programme, un quiz ou un support, eh bien il n'y a aucun problème parce que ces outils ne voient aucune donnée personnelle de tes apprenants. Le problème arrive dans un cas précis quand tu colles les données nominatives de tes apprenants dans l'IA. Et donc, les résultats d'évaluation avec les noms, les commentaires de satisfaction avec les prénoms, les feuilles d'émargement copier-coller, tous ces gestes-là, banals, automatiques, ils envoient des données personnelles vers des serveurs sur lesquels tu n'as aucun contrat de protection. Alors, je vais te montrer deux choses derrière l'écran. D'abord, justement, comment procéder au paramétrage de base pour sécuriser tes données. Et puis, bien sûr, la vraie astuce. La vraie astuce, c'est de ne pas être confronté au problème. Et donc, pour cela, comment anonymiser facilement ces données. Attention aussi, ce n'est pas parce qu'on réussit à bien paramétrer son compte qu'on est complètement protégé. On limite le risque puisque finalement, on va voir que dans les paramétrages de base, eh bien, en fait, les données ne seront plus transmises sur des serveurs et donc normalement restent à l'intérieur. On parle aussi parfois de bunkerisation des données, c'est-à-dire elles sont enfermées dans votre compte. Mais encore une fois, tout ça, ça ne va pas vous aller jusqu'à vous protéger contractuellement. En tout cas, sur les versions gratuites des IA. Il va falloir aller sur les versions business et Teams et là, vous verrez, normalement, vous avez un vrai contrat de sécurisation des données qui est proposé par les géants de l'IA et qui vous protège normalement totalement. Donc voilà, je suis impatient de vous montrer déjà ces quelques gestes derrière l'écran. Bien, donc bienvenue derrière l'écran donc de ChatGPT. On va voir que c'est quasiment la même chose à faire dans Claude. Donc vous voyez ici, dans ChatGPT, nous avons dans Paramètres, Gestion des données. Vous voyez ici de bien vérifier, de désactiver, améliorer le modèle pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ChatGPT ne va pas réutiliser vos données pour entraîner ses modèles. Attention, comme on l'a vu dans le reste de la vidéo, ce n'est pas parce que vous avez désactivé ça, à partir du moment où ChatGPT, bah, c'est une entreprise américaine, on va le voir que dans certains cas de figure, c'est ce qu'on appelle le Cloud Act, le gouvernement américain est en droit de demander l'accès à vos données. Donc, ce n'est pas totalement sécurisé et surtout, il n'y a pas de contrat derrière. On va voir que ChatGPT contractualise, c'est la même chose avec Claude,
contractualise la sécurisation de vos données ou le traitement de vos données, qui est tenu par contrat uniquement sur des versions entreprises, mais pas par exemple des versions individuelles, même les versions plus ne sont pas protégées par contrat. Donc ça n'a pas valeur de contrat, mais c'est quand même une sécurité. Par contre aussi, ce qu'apporte, je trouve, ChatGPT et qu'on ne retrouve pas sur Claude, vous allez sur Google, vous tapez Make a privacy request de ChatGPT, donc dit en français faire une requête en privauté de ChatGPT. Et en fait, ici, on arrive sur cette URL, vous voyez, de privacy.openai.com, qui est en fait un endroit également où on peut réinsister sur le fait qu'on demande à ce que ChatGPT n'utilise pas nos données. Puisqu'ici, vous voyez aussi, on peut faire une demande de confidentialité. J'ai un compte grand public ChatGPT et voyez ici, non seulement en plus je pourrais avoir accès à des choses intéressantes comme télécharger mes données ou supprimer mes GPT ou supprimer mon compte, mais je vais pouvoir réinsister ici en cliquant là-dessus. Si je clique là-dessus, donc moi je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait, et bien en fait on va recevoir un email d'OpenAI disant qu'il n'utilisera pas nos données pour s'entraîner. Voilà. Côté Claude, c'est quasiment la même chose, puisque ici, vous voyez, je suis derrière un écran Claude. Je tape aussi sur ML, donc Michael L'Oeil, paramètres, ici dans confidentialité. Eh bien, vous voyez, j'ai bien désactivé le contribuer à améliorer nos modèles d'IA pour éviter qu'il utilise mes données pour s'entraîner. Mais là aussi, comme je l'ai dit pour ChatGPT, il n'y a pas de contrat. Je ne suis pas relié par un contrat avec Anthropic, donc celui qui gère Claude, pour gérer mes données. Voilà, donc ça, je ne vais pas plus loin sur les gestes fondamentaux de sécurité des données quand on utilise une IA. Par contre, comme on l'a dit ensemble, le vrai secret, ce serait de ne pas être confronté à ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire, autant anonymiser nos supports. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Michael, anonymiser les supports, c'est compliqué. Oui et non, c'est-à-dire quand vous avez un Excel, franchement, anonymiser sous Excel, soit on supprime la colonne qui n'est pas toujours indispensable pour le traitement qu'on veut faire, soit vous savez que sur un Excel, c'est très facile d'anonymiser, par exemple, vous avez un nom, vous mettez nom 1 Dupont, Durand, et en fait, vous pouvez propager assez facilement sous Excel pour propager sur l'ensemble d'une colonne, anonymiser un support Excel. Donc, de ce côté-là, c'est facile. Par contre, vous allez me dire, ce serait trop dommage parce que l'idée, ce serait trop fort d'anonymiser par l'IA. Oui, mais si on anonymise par l'IA, eh bien, en fait, potentiellement, si on utilise là les IA classiques, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'on va devoir envoyer nos données une fois pour ensuite anonymiser. En fait, il y a possibilité d'installer vos IA en local. Donc, c'est assez connu. Le nom est assez connu. Normalement, c'est Ollama, avec une tête de lama, que vous voyez là-haut. Et en fait, c'est une IA qui est gratuite, où on installe des moteurs qui sont relativement petits, peu chers, et donc jusqu'à un certain quota d'utilisation, en fait, c'est gratuit. Et donc c'est une IA en fait qui tourne non pas sur un serveur, donc les données ne sortent pas de votre PC puisqu'elles sont installées sur votre PC. Donc elles sont protégées au même titre que vous avez un mot de passe sur votre PC ou que vous avez un mot de passe sur votre Drive en fait. Et là vous voyez, j'ai repris par exemple un exemple d'un quiz en entrée. Donc je lui ai demandé est-ce que tu sais le lire, donc bien sûr il m'a donné les éléments du quiz, et par exemple si je veux faire une analyse avec l'IA, mais ça aurait été la même chose avec une enquête, j'aurais pu faire ça avec une éval et tout, j'ai très bien pu lui demander à mon IA d'anonymiser, peux-tu anonymiser et me produire le texte anonymisé? Eh bien il m'a repris les éléments en anonymisant les choses. Donc aussi on peut imaginer également que vous puissiez utiliser une IA en local pour anonymiser, et ensuite une fois que c'est anonymisé, vous pouvez repartir dans les IA un peu plus puissantes que sont celles auxquelles vous êtes habitués. Donc l'astuce Ollama, retenez ça, ça met une vingtaine de minutes à être installé, mais il y a de plus en plus de tutoriels qui expliquent comment faire cela. Voilà, j'espère que cette courte démonstration vous a plu, vous a permis d'acquérir les 2 gestes essentiels pour limiter le risque lié aux données. Ce sont 2 réflexes nouveaux que l'IA vous demande d'acquérir. Dernière chose et dernière question, puisqu'on pourrait y être confronté, qu'est-ce qu'il faut faire si un apprenant vous dit qu'il ne veut pas que ses données soient traitées par une IA? Eh bien, vous êtes tenu, déjà il faut le savoir, vous êtes tenu de pouvoir lui proposer des solutions hors IA. Et encore une fois, le geste qu'on a vu sur l'anonymisation des données vous permet de traiter
ce risque-là et d'ailleurs aussi de le limiter, hein, puisque si dans vos conditions générales d'utilisation, vous avertissez votre stagiaire que vous allez utiliser ces données, là aussi normalement ça va permettre de prévenir ce cas, mais en tout cas si ce cas arrive, encore une fois l'anonymisation des données y répond. Donc pour aller plus loin, moi j'ai préparé 2 ressources dans la base Notion de la chaîne. Je vais toujours vous mettre le lien en description dans cet épisode. Voilà, vous aurez un template de politique de confidentialité adapté aux formateurs indépendants. Vous n'aurez qu'à compléter vos informations et pouvoir le copier-coller dans vos documents officiels. Et une checklist RGPD calée sur votre process de formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire comme bon geste avant, pendant et après chaque session pour limiter ce risque RGPD pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous sera utile. Je vais résumer ce qu'on vient de voir ensemble. Le RGPD, ce n'est pas une menace nouvelle liée à l'IA. Vous gérez les données personnelles depuis que vous avez signé votre première convention de formation. L'IA ajoute un seul réflexe nouveau, ne jamais copier-coller de données nominatives dans un outil d'IA sans les pseudonymiser avant. 3 clics dans les paramètres de vos outils, 30 secondes dans Excel pour remplacer les noms ou, comme on l'a vu, utiliser parfois une IA locale pour réussir cette anonymisation, c'est tout. Si vous allez plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder l'épisode 5 dans lequel on a posé les bases de l'usage responsable de l'IA pour le formateur. Là aussi, je vous mets le lien en description. Et vous, avant de regarder cet épisode, est-ce que vous aviez été confronté à ça? Quel est votre retour d'expérience? Je vous avoue que parfois je travaille aussi dans le monde du handicap et là on me parle aussi beaucoup des données, mais des données médicales et là les exigences sont encore plus importantes. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura déjà donné les premières clés pour avoir les essentiels de comment traiter le sujet RGPD pour vous en tant que formateur. Voilà, je suis impatient de vous lire en commentaire, je vous dis à vos claviers. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.